Allez, bonjour à tous. Donc on va continuer le cours d'hier. Donc on va attaquer le grand 2, le brassage des génomes à chaque génération. Donc la reproduction sexuée des eucaryotes. Alors pour commencer ce grand 2, donc en classe, on va travailler sur le TD de Mendel et l'observation des chromosomes pendant la méiose et la fécondation. Et donc du coup dans le cours, on va écrire donc l'étude des résultats de croisement, travaux de Mendel et l'observation des chromosomes pendant la méiose et la fécondation ont permis de comprendre la façon dont les caractères héréditaires se transmettent. Alors pour le TD de Mendel, vous verrez donc une autre vidéo où j'explique le travail qui est à faire et aussi où je corrige ce travail. Donc prenez bien le temps d'ailleurs de le faire, c'est très important. Et après, donc, vous pourrez continuer à écrire le cours. Donc grand A, la fécondation, réunion de deux lots d'allèles. Donc là, je vous projette un schéma. Vous devez donc être capable de le refaire. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc un spermatozoïde haploïde qui contient donc N chromosomes avec un seul lot d'allèles, plus un ovule haploïde qui contient N chromosomes, un seul lot d'allèles. Après fécondation, ça donne une cellule œuf diploïde qui possède deux N chromosomes et deux lots d'allèles. Si on s'intéresse au gène A, on observe qu'il possède donc dans la cellule œuf diploïde la version grand A, enfin deux versions grand A. Les deux allèles sont identiques sur les deux chromosomes homologues de la paire. On peut dire que l'individu est homozygote pour le gène A. Par contre, pour le gène B, on observe qu'il y a la version grand B, donc l'allèle grand B, et l'allèle petit b. Et du coup, on peut dire que ici, l'individu est hétérozygote pour le gène B. Alors ces notions chromosomes homologues, homozygote, hétérozygote, il faut vraiment que vous soyez au clair là-dessus. Donc c'est pour ça que je projette aussi la suite. Donc lors de la fécondation, chaque individu hérite d'un chromosome de l'un des parents et du chromosome homologue provenant de l'autre parent. Puisque je vous rappelle quelque chose de très important, les deux chromosomes d'une même paire ne sont pas identiques, ils possèdent les mêmes gènes mais pas les mêmes allèles. Donc, du coup, on dit qu'ils sont homologues. Chaque gène est donc représenté par deux allèles. Si les deux allèles sont identiques, on dit que l'individu est homozygote. Si les deux allèles sont différents, l'individu est hétérozygote. Donc c'est pour ça, je reviens à notre schéma. Donc c'est important de faire ce schéma de fécondation et c'est bien de mettre un gène qui va se retrouver donc sous la forme hétérozygote et un autre sur la forme homozygote, pour bien comprendre. Et donc du coup en cours, vous allez pouvoir écrire que la fécondation entre gamètes haploïdes rassemble dans une même cellule diploïde deux génomes d'origine indépendante, apportant chacun un lot d'allèles. Dans la cellule œuf, chaque paire d'allèles résultant est constituée de deux allèles identiques, homozygosie, ou de deux allèles différents, hétérozygosie. Et ce qui est intéressant, parce que maintenant on va passer à une nouvelle notion, c'est que certains allèles sont dominants et d'autres sont récessifs. Alors si on reprend cet exemple et qu'on s'intéresse donc au gène B, donc si l'individu possède un phénotype, on va dire grand B, alors on pourra dire que l'allèle grand B est dominant et le petit b est récessif. Alors pour bien comprendre, on va prendre un grand exemple qui est donc l'exemple des groupes sanguins. Alors on va prendre la diapo d'après. Donc les groupes sanguins. Le groupe sanguin est l'un des nombreux caractères qui définissent le phénotype d'un individu. Les groupes sanguins AB, AB ou O correspondent à la présence ou à l'absence de certaines molécules appelées marqueurs à la surface de la membrane plasmique des hématies. Le système ABO est le principal système de groupes sanguins, mais il en existe d'autres mentionnés sur les cartes de groupes sanguins, et par exemple le Rhésus. Donc là, on s'intéresse que lettres A, B, O, et du coup aux quatre groupes sanguins, groupe A, groupe B, groupe AB, groupe O. Et donc on nous dit dans le document A qu'il existe
des marqueurs membranaires à la surface de nos hémocystes. Alors, pour aller plus loin, on va regarder le document d'après dans votre livre, toujours. Donc là, c'est l'exemple de l'allèle A. Donc sur le chromosome numéro 9, il y a le gène du groupe sanguin. Ce gène est présent sous 3 formes différentes, l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Quand on a l'allèle A, on va pouvoir du coup produire l'enzyme A, et l'enzyme A va permettre de synthétiser le marqueur A qui va se retrouver à la surface des hématies. Donc, si vous avez bien compris ça, ça va être pareil pour l'allèle B qui permet de faire de l'enzyme B et donc de produire le marqueur B, et l'allèle O qu'on pourrait dire 0 qui ne permet pas de faire d'enzyme et donc pas de marqueur spécifique à la surface des hématies. Si vous avez bien compris ça, on va pouvoir remplir ce tableau. C'est ce que vous allez faire dans votre cours, qui sera donc l'exemple 2 des groupes sanguins. Alors, on va peut-être commencer par le cas, on va dire, le plus simple, le groupe sanguin O. Alors, quand on est du groupe sanguin O, il n'y a pas de marqueur à la surface des hématies. Et on indique que pour ne pas avoir de marqueur à la surface des hématies, il fallait posséder l'allèle O. Et donc, on en conclut que l'individu qui possède le phénotype O possède comme génotype 2 fois l'allèle O. Et ainsi, il n'y aura pas d'enzyme produite, ni de marqueur sur les hématies. D'ailleurs, ce qui est intéressant de marquer, comme il n'y a pas de marqueur sur les hématies, ces hématies, elles peuvent être données à n'importe quel individu. C'est pour ça qu'on peut dire, ou qu'on qualifie, on va dire, le groupe O de donneur universel. Alors maintenant, pour les individus du groupe sanguin AB, il y a à la fois la présence du marqueur A, mais aussi la présence du marqueur B à la surface des hématies. Et donc au final, il faut avoir de l'allèle A pour pouvoir produire l'enzyme A et la molécule A, et l'allèle B. Et donc du coup, il n'y a qu'un seul génotype possible, qui est donc sur le premier chromosome 9 d'avoir un allèle A et sur le deuxième d'avoir un allèle B. Pour le groupe sanguin B, il y a seulement du marqueur B, donc il faut avoir l'allèle B. Et sur le deuxième, on va dire, chromosome, sur le chromosome homologue, il y a deux cas possibles. Soit on possède un deuxième allèle B, soit on possède un allèle O. Donc ici, il y a deux génotypes possibles, soit grand B ou grand B O. Ici, le raisonnement est identique pour le groupe sanguin A. Et on arrive à soit grand A ou grand A O. Et au final, dans cet exemple, on peut affirmer que l'allèle O est récessif et A et B sont les allèles dominants. Et ce qui est intéressant de noter, c'est quand on a à la fois A et B, ils s'expriment tous les deux. On va même dire que dans ce cas-là, les allèles A et B sont codominants. Voilà pour l'exemple 2. On va passer maintenant à l'exemple 3. Alors la suite. Donc la mucoviscidose. Donc la mucoviscidose est une maladie génétique se caractérisant par la production d'un mucus anormalement visqueux provoquant de graves troubles respiratoires et digestifs. Et c'est le gène CFTR situé sur le chromosome 7 dirige dans les tissus pulmonaires et digestifs la synthèse d'une protéine, elle aussi appelée CFTR. Une fois produite, celle-ci s'implante dans la membrane plasmique et permet la sortie d'ions chlorure, CN-, nécessaire à la fluidification du mucus élaboré par ces cellules. L'allèle muté le plus fréquent conduit à la production d'une protéine CFTR non fonctionnelle. Néanmoins, chez les individus hétérozygotes, la quantité de protéine CFTR produite à partir du seul allèle normal permet une sortie suffisante des ions chlorure. Et là, ce qui est intéressant,
c'est que dans la mucoviscidose, qui est une maladie génétique, l'allèle muté produit une protéine non fonctionnelle, mais que un seul allèle fonctionnel suffit néanmoins pour ne pas avoir de symptômes. On dit que c'est une maladie génétique récessive. Et donc vous avez du coup le schéma, donc voici le cas donc d'une maladie génétique récessive. Maintenant on va pouvoir passer au grand B, donc la méiose, formation de nouvelles combinaisons alléliques. Donc là l'idée aussi c'est de revoir comment faire le schéma de méiose, comment l'expliquer, quelles sont les grandes étapes. Donc ça je vous invite à regarder donc, une autre vidéo que j'ai déjà faite. Et du coup, il faut bien comprendre, bien arriver à décrire et surtout essayer de refaire le schéma sans se tromper. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc ce schéma, vous devez être capable de le refaire. Et au final, la méiose, donc on part d'une cellule et on va arriver à 4 cellules, futures cellules reproductrices. Donc c'est une série de divisions cellulaires qui permettent de produire les cellules reproductrices. Donc en fin de méiose, chaque cellule produite reçoit un seul des deux allèles de chaque paire avec une probabilité équivalente. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, parce que si on l'a pas, toute la suite va être assez compliquée. Et donc là, du coup, je vous ai fait une première séparation des chromosomes homologues, et je vous pose comme question, y a-t-il une autre possibilité de séparation des chromosomes homologues? Donc si oui, c'est de la dessiner. Voilà pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour le cours. Et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine.